Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La porte bleue. J'ai toujours été très impressionnable. Aussi loin que je me rappelle, il en a toujours fallu très peu pour m'effrayer. Et ce que j'ai vu ce jour-là m'a à jamais laissé une marque. Je vais bien aujourd'hui, mais à chaque réunion de famille, les souvenirs de cette nuit remontent. J'avais 17 ans. Mes parents venaient de divorcer et mon père avait déménagé à l'autre bout de la ville. Ah, et ne m'en voulez pas si je ne donne ni d'endroit exact ni de nom. Si je vous dis tout ça, c'est avant tout pour exorciser ce souvenir. Et ce qui a suivi. Étant mineur à l'époque, j'étais donc la plupart du temps chez ma mère, et j'allais chez mon père pendant les vacances scolaires. Quand j'allais chez lui, on passait notre temps à jouer à la console, et il me faisait conduire son Range Rover. C'était d'ailleurs marrant de voir un sigle « conduite accompagnée » sur un Range Rover. Ce soir-là, un vendredi en sortant du lycée, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je sortais avec des amis et que je ne rentrerais que tard dans la nuit. Je lui ai dit qu'on allait se faire un bowling. Mais en vérité, on est allé fumer derrière l'église. Il était déjà tard, 2 ou 3 heures du matin peut-être, quand on a décidé qu'on était assez déchirés pour la soirée. J'ai laissé mes amis derrière l'église et je suis parti. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que j'allais prendre un raccourci. Il y avait un petit chemin qui coupait à travers la forêt et qui débouchait sur le centre-ville. C'était ça, ou marcher 3 kilomètres au bord de la nationale. J'avais l'impression de marcher depuis des heures quand j'ai senti que j'allais vomir. Ça m'est venu d'un coup. J'ai sauté sur le bas-côté, je suis parti derrière un buisson et j'ai tout lâché. J'avais encore la tête qui tournait et j'ai vu des lumières. Des phares. Je me suis dit que c'était les flics et que j'étais foutu. Mais je me suis quand même caché dans le buisson plein de vomi. L'instinct de survie sûrement. La voiture est passée devant moi lentement. J'avais la tête qui tournait et j'étais franchement défoncé. Mais j'ai bien vu que ce n'était pas la police. C'était une Skoda blanche, avec une porte bleue côté passager. Elle s'est arrêtée à une dizaine de mètres et un homme en est sorti. Je n'ai pas vu à quoi il ressemblait. Je n'ai pas osé sortir mon visage du buisson. Il a lentement marché jusqu'au coffre et l'a ouvert. Et c'est là que tout a changé pour moi et ma famille. L'homme a sorti une fille ligotée du coffre de sa Skoda. Elle était inconsciente ou voire même morte. Elle était petite, peut-être même qu'elle avait mon âge. Il l'a lâchée par terre comme un sac de viande. Il s'est assis dessus et l'a frappée encore et encore. Des coups de poing dans le nez, la bouche, la gorge. L'homme s'est littéralement acharné sur elle. Et moi, je tremblais les yeux grands ouverts, caché à quelques mètres de là. Quand il s'est calmé, il a chargé la fille sur ses épaules et s'est enfoncé dans la forêt. Je ne savais pas quoi faire, attendre qu'il parte ou m'enfuir en courant. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais l'homme ne revenait toujours pas. Et là, je me suis dit qu'il m'observait peut-être, qu'il pouvait être à quelques mètres de moi et qu'il attendait peut-être que je bouge. J'ai senti une décharge d'adrénaline et j'ai couru vers l'opposé de la direction que cette bête humaine avait prise. Je ne savais pas où j'allais atterrir, mais ça m'était égal tant que j'étais loin d'ici. Quand je suis arrivé sur le parking du Leclerc et que j'ai enfin vu les lumières du centre-ville, j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai vomi. Mais pas à cause de l'herbe que j'ai fumée cette fois. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé à ma mère le lendemain. Elle a pourtant vu que je n'étais pas bien. J'avais envie de lui dire, mais j'ai tout gardé pour moi. Je ne l'ai même pas dit à mes amis. Je devais partir chez mon père ce samedi matin, mais je n'étais pas vraiment motivé. En fait, je savais que je devrais passer près du chemin où j'avais vu le monstre. Quand ma mère et moi sommes passés devant en voiture, mes jambes tremblaient et j'ai bien cru que j'allais me pisser dessus.
Quand je suis arrivé chez mon père, je n'avais qu'une hâte, c'était de m'enfermer chez lui. Je ne lui ai pas non plus parlé de ce que j'avais vu. On a passé le samedi devant la console, mais je n'étais vraiment pas là mentalement. J'ai demandé à mon père si on pouvait aller à la plage. J'avais envie de conduire, de me changer les idées et surtout d'aller loin, très loin d'ici. J'ai demandé les clés du Range Rover à mon père pendant qu'il préparait des sandwichs. Et je me rappellerai toujours de ces mots. J'ai tapé un sanglier avec le Range Rover, il est foutu. J'ai une voiture de prêt, tu peux aller la chercher sur le parking si tu veux. C'est la Skoda blanche avec la porte bleue. Bonne nuit. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais un rituel étrange. En fait, on pourrait même dire que c'était terrifiant et que j'étais complètement cinglé. Pour tout expliquer, depuis le début, j'avais des poupées en porcelaine. Certaines m'avaient été offertes et d'autres m'avaient été données par ma sœur, bien que je sois un garçon. Quoi qu'il en soit, j'avais une peur bleue de ces poupées, et je ne comprenais même pas pourquoi je les avais reçues. Et j'étais terrifié à l'idée qu'elles prennent vie pour me tuer. Bien sûr, avec le recul, ça semble totalement stupide. Pourtant, je vous assure qu'à l'époque, j'en faisais des cauchemars, et j'étais incapable de les jeter ou de les mettre dans un carton à la cave, car j'étais persuadé qu'elles reviendraient pour se venger, et que tant que je les garderais dans ma chambre, je serais dans leur bonne grâce. Bref, tout ça pour dire que j'avais donné un nom à chaque poupée. Il y en avait 8 au total, et que chaque nuit, je leur disais bonne nuit individuellement avant d'éteindre la lumière. Puis, rapidement après ça, j'ai eu peur que les autres objets de ma chambre soient jaloux. Alors j'ai donné un nom à mes figurines, à mes peluches, etc. Et chaque nuit, je passais au moins 5 minutes à leur souhaiter une bonne nuit. Ça va vous sembler idiot, mais j'étais persuadé que si j'oubliais un soir, l'un de ces personnages se vengerait. Un soir, après ce rituel, qui devenait de plus en plus ennuyeux, je dois l'avouer, j'ai éteint la lumière et je me suis caché sous ma couette pour m'endormir. Oui, j'étais vraiment un petit garçon paranoïaque. Puis, j'ai entendu un bruit étrange, une sorte de grattement. J'ai allumé précipitamment ma lumière, et alors que je m'attendais à ce que le bruit s'arrête, il a continué. Tendant l'oreille, j'ai réalisé que le bruit venait du dernier étage de la bibliothèque où se trouvaient quelques-unes de mes poupées en porcelaine. Le grattement s'est arrêté brutalement. Sur le moment, j'étais persuadé que c'était l'une des poupées. Alors, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, si j'avais oublié de souhaiter bonne nuit à l'une des poupées. J'ai donc recommencé le rituel du début en expliquant aux personnages de ma chambre d'enfant que j'étais désolé si j'avais oublié de leur souhaiter une bonne nuit. Toujours effrayé, j'ai éteint la lumière. Le grattement a repris. J'ai rallumé la lumière, la peur au ventre, et cette fois-ci j'ai appelé mon père. Il est arrivé dans la chambre. Sur le coup, je me suis demandé si la poupée gratteuse se vengerait puisque j'avais fait appel à mon père. Mais j'avais besoin d'être rassuré. « Il y a du bruit là, en haut du mur !» ai-je dit d'une voix tremblante. Mon père m'a alors souri et s'est assis au bord de mon lit. « Ne t'en fais pas, a-t-il dit. Ça doit être un oiseau sous le toit, des fois il passe par la chaudière et on les entend. Il a peut-être fait un trou sous les tuiles pour entrer dans le grenier. J'irai voir demain dans le tuyau. » Et comme tout enfant qui croit aveuglement ses parents, j'ai pu m'endormir totalement rassuré. Par la suite, j'ai repensé à cette histoire en me disant que j'avais dû être à moitié endormi et que rien n'était vraiment arrivé. Puis, il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Quelques années plus tard, je suis monté dans le grenier pour chercher un jeu de société auquel on jouait avec mon frère quand j'étais plus petit. J'ai ouvert les cartons, je les ai déplacés afin d'accéder aux plus anciens, et puis j'ai remarqué quelque chose sur le sol. Il y avait une tache sombre sur les lattes du parquet, au moins aussi grande que ma main, et aussi des marques assez profondes de griffures.
Ça n'avait rien d'une griffure d'ongles humain. On aurait plutôt dit des griffes longues et pointues. En essayant de me repérer dans l'espace de la maison, j'ai réalisé que c'était l'endroit où se trouvait ma bibliothèque quelques années auparavant. Oubliant le jeu de société, je suis descendu voir mon père qui travaillait dans son atelier. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et j'ai repensé à cette nuit, plusieurs années auparavant, et au grattement que j'avais entendu. Mon père s'est mordillé les lèvres et a eu l'air inquiet. Il a d'abord prétendu ne pas s'en souvenir, et puis il m'a finalement avoué qu'il s'était immédiatement rendu dans le grenier ce soir-là, car il n'était pas très tard, 21h dans son souvenir, et qu'en ouvrant la porte, il avait senti un courant d'air et qu'il avait entendu un mouvement, comme si quelque chose était en train de pousser les cartons pour faire son chemin. Il a allumé la lumière, mais il n'a rien vu. Il a un peu avancé dans le grenier, puis il a enfin compris d'où venait le vent. Juste au-dessus de ma chambre, l'isolant avait été déchiré et il manquait des tuiles au toit. Il a immédiatement appelé la police et le lendemain, alors que j'étais à l'école, une agence est venue réparer le toit. Puis, plus rien d'étrange n'est arrivé, alors on n'en a jamais reparlé. J'ai frémi d'horreur en imaginant ce qui avait gratté le parquet au-dessus de ma chambre cette nuit-là. La fin du monde est proche. Ce n'est pas un exercice. Mes chers compatriotes américains, c'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous ce soir. Plus tôt dans la journée, nos scientifiques ont confirmé qu'un astéroïde massif était sur le point d'entrer en collision avec la Terre. L'impact est imminent, dans moins de 24 heures. Il ne s'agit pas d'un exercice, c'est la réalité. Je sais que vous avez peur, moi aussi. Je vous invite à rester près de ceux que vous aimez et à trouver de la force les uns dans les autres. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de fuite en avant, mais nous pouvons y faire face ensemble. Nous pouvons trouver du courage dans notre humanité commune. Que Dieu vous bénisse et bénisse les États-Unis. L'émission est brutalement interrompue par des scènes de chaos pur et sauvage. Les rues débordent de personnes en proie à la panique. On voit des gens courir en tous sens, se heurtant les uns les autres dans une tentative désespérée de fuir, de survivre. Les visages se crispent de peur, des cris percent l'air. C'est comme si la foule entière avait perdu tout contrôle, comme si chaque individu était poussé par un instinct de survie brut et incontrôlable. Dans cet état de panique générale, certains trébuchent, sont piétinés et pourtant, personne ne s'arrête pour aider. Chacun se bat uniquement pour soi. La logique s'estompe, remplacée par une frénésie collective où l'égoïsme prime et l'humanité se dissout. Je me demande ce que ressentent les gens au cœur de cette tempête humaine, plongés dans le feu de l'action. La peur doit être intense, viscérale, une angoisse si forte qu'elle prend aux tripes. Le désespoir pèse lourdement, oppressant, comme un étau qui ne relâche jamais sa prise. L'instinct de survie devient primaire, presque animal. Contrairement aux propos du président, qui nous rassure d'une voix tremblante, j'imagine que même le chaos se propage dans le monde entier, où les gens perdent aussi la tête. Les rues se transforment en zones de guerre improvisées, où chacun tente de s'armer, de se protéger, de trouver un moyen de sortir vivant de cette folie. Les vitrines des magasins explosent sous les coups de foule enragée. Des troupes de personnes pillent, arrachent tout ce qu'ils peuvent trouver, des aliments, de l'eau, des vêtements, comme si ces objets, soudain, prenaient une importance vitale face à l'inévitable. D'autres, je l'imagine, se terrent dans des caves ou dans des sous-sols, cherchant des lieux où se sentir en sécurité, même temporairement. Ils tiennent leurs proches dans leurs bras, murmurant des mots d'adieu qu'ils n'auraient jamais pensé devoir prononcer un jour. Des familles entières s'isolent dans un dernier moment d'intimité, tentant de préserver une part de leur dignité face à la fin imminente. Mais combien d'entre eux, pensais-je, empruntent des chemins plus sombres,
Certains refusent d'attendre l'astéroïde, choisissant de prendre leur destin en main. Peut-être des pilules ingurgitées avec une précision tragique. Une corde, une balle. Des solutions définitives, choisies dans le silence. Et je m'imagine ces corps, tombant lourdement au bas des gratte-ciel, les fenêtres ouvertes comme autant d'échappatoires désespérés. Les coups de feu résonnant dans des quartiers résidentiels, troublant la tranquillité d'autres vies qui s'éteignent doucement. Pendant ce temps, la voix du président continue de résonner, calme mais brisée, implorant la population de garder son sang-froid. Pourtant, personne n'y croit vraiment. On sent que même lui est en proie au doute, que son discours n'est qu'une tentative désespérée de maintenir une illusion de contrôle. Il n'y a rien de rassurant à entendre ces mots. Il ne fait qu'ajouter à l'absurdité de la situation. Il parle de sérénité, de se raccrocher à l'espoir, mais comment peut-on trouver la paix dans une fin aussi brutale ? La caméra semble un instant trembler, ou peut-être est-ce mon esprit qui vacille. L'image du président se distord un instant, comme un masque qui se fissure avant de se figer de nouveau. Je pense alors aux gens que je connais, des amis, de la famille, des collègues, des visages familiers qui peuplent mon quotidien. Que font-ils en ce moment ? Sont-ils comme moi, les yeux rivés à l'écran, figés dans une terreur muette ? Se sont-ils déjà perdus dans la folie ambiante, luttant contre des inconnus pour quelques secondes supplémentaires de vie ? Ou bien sont-ils assis en silence, dans une résignation froide, attendant calmement que tout s'achève ? La vérité est que cela n'a vraiment plus d'importance. Chacun est seul face à ce qui arrive. Chacun trouve sa propre façon de faire face à la fin. L'émission change encore une fois de plan, et l'écran montre maintenant des services d'urgence débordés. Des pompiers luttant en vain pour contenir les incendies qui se propagent dans les villes. Les bâtiments s'effondrent, les rues fument, et le chaos se fait plus intense. La voix du président s'efface en arrière-plan, une litanie de promesses et d'assurances creuses. Dans le fond, son discours ne sert à rien. Et lui-même le sait sûrement. Cela fait partie de son rôle, de son devoir, une façon de se raccrocher aux apparences. Je jette un coup d'œil à l'horloge de mon mur, moins d'1 heure avant l'impact. Tout sera déjà accompli d'ici là. La panique, le chaos, la destruction. Le monde aura changé à jamais, plongé dans une folie sans retour. Et la culpabilité et l'excitation se mélangent dans mon esprit. C'est moi qui ai précipité ce monde dans le chaos. Moi qui ai orchestré cette illusion qui semble si réelle. La transmission du président s'interrompt enfin. Son visage clignote une dernière fois. Et je coupe la diffusion en direct de ce deepfake d'un simple clic. L'écran vire au noir, et le silence retombe dans la pièce. Je m'enfonce dans mon siège, le cœur battant encore de l'adrénaline. Un frisson me parcourt. La satisfaction de voir l'effet de mon œuvre, de savoir que j'ai eu ce pouvoir, de tenir le monde entier dans le creux de ma main, ne serait-ce qu'un instant, avec une simple vidéo truquée créée avec l'intelligence artificielle. C'est la fin du monde, mais pas comme il le pense. Ce n'est pas un exercice, c'est un jeu, mon jeu, et j'ai gagné. Ma femme est enceinte de 4 ans. À l'étage, je trouve Angie qui agite les bras en l'air, dirigeant les pinceaux et les rouleaux comme un orchestre symphonique. Elle est en train de redécorer la chambre d'enfant. Encore une fois. J'acquiesce gracieusement pendant qu'elle m'explique que notre bébé réagirait mieux à une palette plus hivernale. Il ne reste que quelques taches d'ivoire doux sur les murs. Le mois dernier, c'était un turquoise pâle. Avant cela, c'était du bleu poudre. Il y a 4 ans,
Nous avons opté pour un beige clair et maintenant, sa salopette en jean est tachée d'arc-en-ciel. Avant que je ne puisse m'en empêcher, je me dis qu'il va bientôt nous falloir un putain d'échantillon de couleurs plus grand. Puis l'expression d'Angie s'assombrit. L'ampoule du plafond clignote. J'imagine rapidement des plantes et des arbres. Le vert est parfait. Notre enfant aura l'impression d'être entouré par la nature. Elle s'éclaircit et me fait signe de venir vers elle. Je me glisse à travers la pièce sans bouger les pieds. Debout sur la pointe des pieds, elle m'embrasse et me demande comment s'est passée ma journée. Je suis sur le point de lui parler d'un nouveau restaurant de sushi lorsqu'elle m'interrompt en disant « J'ai quelque chose à te montrer ». Il s'agit d'un groupe Facebook créé par une Néo-Zélandaise enceinte depuis 5 ans et demi. Tous les membres souffrent d'une condition dans laquelle aucune hormone produite par le placenta lorsqu'une femme est enceinte n'est détectable. Elle n'est pas trouvée dans leur système en raison d'un déséquilibre hormonal, ce qui se traduit par une grossesse exceptionnellement longue. Les analyses de sang et d'urine seront bien sûr négatives, de même que les échographies. Angie dit qu'elle va le montrer à un obstétricien. Je force un sourire et dis « C'est super, chérie !» Mais je ne peux pas m'empêcher de grimacer intérieurement. J'espère que le prochain médecin sera plus compréhensif que le précédent. Il a gloussé quand Angie a expliqué la nature de son trouble. Le pauvre a dû être enterré dans un cercueil. Les brosses et les rouleaux s'arrêtent lorsqu'Angie me jette un regard. Mes pensées passent immédiatement des médecins condescendants au sashimi de saumon que j'ai mangé pour le déjeuner et à la façon dont il était savoureusement mélangé à la sauce soja. Je devrais vraiment emmener Angie là-bas et lui demander de commander le plateau puisqu'elle mange pour deux. Dans la pièce, les ustensiles reprennent vie. À l'autre bout de la maison, je fixe le plafond de mon bureau. Angie ne peut pas entendre mes pensées d'aussi loin. Ma femme est complètement délirante, ce qui, combiné à ses talents, la rend dangereuse. De l'autre côté du couloir, Angie crie que nous devons aller acheter des vêtements pour bébé. Avant de pouvoir me retenir, je me dis « Encore ?» Le plâtre s'écaille du plafond et les murs commencent à gronder. Je pense à des choses inutiles comme 2 + 2 = 4. C'est alors que la porte se brise en deux. J'imagine Angie dans un rocking chair, un magnifique nouveau-né niché entre ses bras. J'imagine que le bébé a son nez, son sourire, ses beaux yeux émeraudes. Ma femme est enceinte de 4 ans. 4 ans seulement. Elle va sûrement commencer à coucher d'un jour à l'autre. J'ai hâte d'être père. Et notre maison est de plus en plus adaptée à la venue d'un bébé. Alors chaque fois que ma femme parle, je dis tout simplement « Bien sûr, chérie ». Cette creepypasta a besoin de plusieurs écoutes pour être bien comprise. La femme pense qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas. Elle a des capacités psychiques et tue tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, notamment les médecins. Essayez de réécouter l'histoire et de trouver les quelques indices présents. La deuxième écoute vous réservera des surprises. J'ai soudoyé mon entrée en prison pour avoir 5 minutes seul avec l'homme qui a assassiné ma femme. La pièce sent la sueur rance et les rêves brisés. C'est le genre de parfum non identifiable que l'on trouve dans une fumerie de crack ou peut-être dans les toilettes d'un suicidé. J'ai toujours imaginé que c'était l'âme qui pourrissait, l'humanité en train de dépérir. Elle vous accompagnera pour toujours. J'ai dû tirer quelques ficelles pour organiser la réunion, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me le dise. Avouer avoir tué ma femme. Avouer l'avoir éviscérée comme un poisson, l'avoir vidée de son sang dans notre lit. On m'a dit qu'il y avait eu une longue agonie, des heures d'une douleur inouïe. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise.
Lorsque le garde le fait entrer dans la pièce, il sourit. Il ne sait probablement pas qui sera assis en face de lui. Comment pourrait-il le savoir? Il ne me connaît même pas. Je ne le connais pas non plus, enfin, ce n'est pas vrai, je suppose, je le connais assez bien maintenant. Et il paraît qu'il va plaider non coupable. Certaines personnes dégagent une aura de mal, vous savez, comme une chose intangible, un sentiment de malaise, une saleté générale de l'être. En substance, je dirais que c'est un peu comme l'odeur des rêves brisés. C'est la décomposition de l'innocence, une pourriture rampante de l'immatériel. Il est comme ça, un grand gaillard tatoué, chauve. Il répond à tous les critères physiques d'un criminel violent. Et pourtant, il y a cette qualité indubitable de quelque chose de plus profond. Un véritable mal absolu. « Qui est ce type ?» demande-t-il. Il a aussi la voix profonde et imposante. Le garde ne répond pas. Il se contente de le menotter à la table et de sortir de la pièce. « Vous avez massacré ma femme, » lui dis-je. « Et j'ai besoin que vous l'admettiez. » Il y a un changement dans son regard quand il réalise qui je suis. Voyez-vous, les gens normaux ne peuvent pas garder leur sang-froid dans un tel contexte. Mais pour les gens de son espèce, c'est facile. Il intériorise les faits et joue le rôle qui lui convient. « Écoute mec, je n'ai rien fait. » dit-il plus calme. « Je n'étais pas près de ta femme, je le jure. » « Mais vous y étiez, dis-je calmement. Vous étiez là, et j'ai besoin que vous vous souveniez de chaque petit détail du meurtre. » Il soupire et baisse la tête. « Non, y a pas moyen. » finit-il par dire. « Je n'admets rien, espèce de cinglé. »« Oh, mais si, lui dis-je. Et voici pourquoi. Quand il apprend le pourquoi, le premier réflexe est la rage. Et le pourquoi s'installe. Et il finit par s'effondrer en larmes. Enfin, il émerge, acceptant alors ce qui doit être fait. « Sommes-nous d'accord ?» je lui demande. « Oui. » murmure-t-il. Je me penche vers lui. « Signe les aveux. Donne-leur tout ce que je viens de te dire. » Je connaissais chaque petit détail par cœur. Je savais tout parce que j'étais là. Je me souviens du couteau dans ma main, son regard, les rivières apaisantes de cramoisi. « Et si je fais ça, tu vas là... » Oui. Alors et seulement alors, je libérerai ta fille. Ne me posez pas de questions. Je ne vous dirai pas de mensonges. Je ne veux pas rester ici. Laissez-moi partir. Cet entretien est enregistré. Je suis l'inspecteur Jeremy Garvey du poste de police de Donnybrook. Quel est votre nom complet? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de nom? Non. Ok, vous avez été trouvé dans une chambre avec 4 victimes. C'étaient des amis à vous? Non. Alors pourquoi était-il avec vous dans ce grenier? Pour poser des questions? Des questions. D'accord, donnez-moi un exemple. Eh bien? Vous allez devoir être plus coopératif. Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas à ma question? Vous avez fait une déclaration, vous n'avez pas demandé. Bon sang, d'accord. Puis-je avoir un exemple des questions qu'ils vous ont posées? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est la dernière question qu'ils ont posée avant. De tous mourir. Pourquoi sont-ils venus vous poser des questions? Parce que je répondrai. À propos de quoi? De n'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je voudrais partir maintenant. Que voulez-vous dire par « à propos de n'importe quoi » ? Il me posait des questions sur n'importe quoi et j'y répondais. Pourquoi? Parce qu'il le faut. Eh bien, cet entretien serait beaucoup plus facile si c'était vrai. Alors quoi, vous êtes un... gourou? L'oracle de Delphes, c'est ça? Non.
Vous ne pourriez pas me dire les numéros du loto de la semaine prochaine, n'est-ce pas? 18, 20, 32, 33, 35, 44, 15. Vous êtes un drôle de comique, vous. Bon, vos visiteurs, ils ont été tués. Vous savez par qui? Ils se sont tués eux-mêmes, Pourquoi? en réponse à ma réponse. Ok, d'accord. Soyons clairs maintenant. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Quel est mon nom? Où vit ma fille maintenant? Mon entreprise va-t-elle réussir? Pourquoi pas? Comment puis-je... Attendez. Vous vivez dans un grenier et vous invitez les gens à vous poser des questions? Je n'ai invité personne, ils m'ont trouvé. Ok, donc si je vous demandais leur nom, vous devriez me le dire. Putain, mais quelle plaie! Quels étaient leurs putains de noms? John Patrick, Lena Shaw, Brian Murray, George Caster. Et donc, comment pouvez-vous oser affirmer que vous ne les connaissiez pas? Pas avant que vous ne me demandiez. Bon, s'il vous plaît, maintenant laissez-moi. Ok, gros malin, donc si je vous demandais le nom de ma... femme, vous diriez? Jennifer Garvey. Putain, S'il vous plaît, laissez-moi partir. je pense à une carte à jouer. Qu'est-ce que c'est? Le 4 de carreau. Bordel de merde. Quelle est la suivante à laquelle je L'as pense? de trèfle. Mais comment faites-vous? Je pense à 3 cartes différentes. Quelles sont-elles? Le 7 de pique. Le 9 de cœur. Le 4... Non mais c'est un tour de passe-passe ou quoi? Non. Laissez-moi partir, inspecteur Garvey. Comment s'appelait mon ami imaginaire quand j'avais 8 ans? Walter. J'ai perdu une boîte de photos. Où est-elle? Au-dessus de la chaudière dans la maison de votre père. S'il vous plaît, laissez-moi. Qui a kidnappé Maria Canet il y a 3 ans? Sa belle-mère. Jennifer, ma femme. Ma femme est-elle morte paisiblement? Non. S'il vous plaît, inspecteur Garvey. Est-ce que je vais la revoir un jour? Dans un sens. Alors, il y a vraiment un paradis? Non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Le journal de mon grand-père est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais lue. Pour la petite histoire, je suis un étudiant en histoire de 23 ans qui étudie à l'université dans une petite ville des États-Unis. J'aime apprendre l'histoire, en particulier les guerres. Mon grand-père est décédé récemment après une longue bataille contre une leucémie de stade 4. Lui et moi étions très proches. Il me racontait ses expériences au combat à la guerre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis de sa succession. Il y avait également un petit mot qui disait « Cher monsieur, vous trouverez ci-joint quelques objets que votre grand-père voulait que vous ayez. » En ouvrant le paquet, j'ai découvert un journal relié en cuir et une plaque d'identité militaire datant de la Première Guerre mondiale. J'ai ouvert la lettre qui accompagnait les objets. « Jack, c'est quelque chose que je ne t'ai jamais dit pour ton bien. Signé grand-père. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le journal. Journal du soldat James Holden, 2e bataillon, front occidental. 5 octobre 1917. On dit que la guerre va bientôt se terminer. J'ai déjà entendu ce mensonge, mais je l'écris ici au nom de l'espoir. La tranchée est toujours la même, de la boue jusqu'aux genoux, des rats qui s'engraissent sur les morts et une odeur constante de décomposition. Ce soir, le brouillard est plus épais que je ne l'ai jamais vu. Le caporal Davies jure qu'il a vu quelque chose bouger dans le No Man's Land. Nous en avons ri, mais il n'a pas voulu en démordre. Je ne lui en veux pas. Le silence semble erroné. Même les armes semblent hésitantes. 16 octobre 1917, il s'est passé quelque chose. Je peux à peine tenir le stylo, tant mes mains tremblent.
Willoughby, un jeune homme à peine sorti de l'école, a disparu pendant la nuit. Il était de garde avec moi quand il a soudain lâché son fusil et est sorti de la tranchée. Il n'a rien dit. Il a simplement disparu dans le brouillard. Nous l'avons appelé, mais il n'a pas répondu. Quelques heures plus tard, il est revenu. Seulement, ce n'était pas lui. Ce n'était pas vraiment lui. Son uniforme était déchiré et sa peau était grise comme de la cendre. Quand il souriait, ce n'était pas un sourire d'homme. Il était trop large, trop artificiel. Nous l'avons abattu. Dieu nous aide, nous n'avions pas le choix. Mais même après les balles, il a continué à bouger. Il a fallu une baïonnette dans la poitrine pour l'arrêter. Nous l'avons enterré juste avant l'aube. Pas de prière, pas de cérémonie. Aucun d'entre nous n'a pu regarder la tombe bien longtemps. 19 octobre 1917. Les chuchotements ont commencé la nuit dernière. J'ai d'abord cru que c'était le vent, mais non. Ce sont des voix. Davis prétend qu'elle lui parle, qu'elle l'appelle par son nom. Il dit qu'il entend la voix de sa mère, qui lui dit de rentrer à la maison. Je lui ai dit que c'était la guerre qui jouait des tours, mais je n'en suis pas si sûr. J'ai aussi entendu quelque chose. Ma sœur, Marie, qui est morte il y a des années. Les hommes sont à bout de nerfs. Certains ne parlent pas, d'autres ne veulent pas dormir. J'ai peur de ce que cette nuit nous réserve. 24 octobre 1917. Nous sommes maudits. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Davis a essayé de partir. Nous l'avons trouvé au bord de la tranchée, fixant le brouillard. Il s'est débattu lorsque nous l'avons tiré en arrière, criant à propos de la lumière et des voix. Il a fallu 3 d'entre nous pour le maîtriser. Au matin, il était mort. Son corps était froid comme la glace, sa peau pâle comme la mort elle-même. Nous l'avons enterré à côté de Willoughby. Les chuchotements s'amplifient. Je jure avoir vu des formes bouger dans la brume, mais chaque fois que je regardais, elles disparaissaient. 29 octobre 1917. Un autre disparu, Pritchard cette fois. Il a marché dans le brouillard comme Willoughby. Lorsque nous avons trouvé son corps, il était couvert de givre. Les chuchotements sont constants maintenant. Ils appellent mon nom. Ils rient. J'ai rêvé de ma famille la nuit dernière. Ils se tenaient dans le No Man's Land. Leurs visages se tordaient en d'horribles sourires. Je me suis réveillé en hurlant. Le brouillard ne se lève plus. Jour et nuit, il nous entoure. J'ai cessé de compter le nombre d'hommes que nous avons perdus. 30 octobre 1917. Il ne reste plus personne. Il n'y a que moi. La tranchée est silencieuse, à l'exception des chuchotements. Ils sont plus forts que jamais. Et maintenant ils sont dans ma tête. Je vois les visages des hommes qui sont morts. Leurs yeux creux qui m'observent depuis le brouillard. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Mes mains sont engourdies. Mon souffle s'embrume dans l'air. Le froid s'infiltre dans mes os. Il m'appelle. Je crois que je vais y aller. J'ai fermé le journal, les yeux dilatés et la respiration rapide, mon cœur ayant failli sortir de ma poitrine. Cela n'aurait pas dû être possible. Cela n'avait aucun sens. Je me dirigeai vers la fenêtre pour regarder dehors. Il y avait un brouillard épais, habituel à cette époque de l'année. J'ai regardé autour de moi, puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était grand-père. Il se tenait là dans son uniforme de combat, avec un sourire trop large sur le visage. Sa peau était grise
et il prononçait quelque chose. Au début, je l'ai à peine distingué à travers le brouillard, mais j'ai fini par complètement entendre ce qu'il me disait. « Rejoins-moi. » Mon frère veut que je lui donne mon héritage. Mon frère aîné, Aaron, m'a envoyé un texto aujourd'hui. C'était si soudain que j'ai d'abord pensé à une erreur, un message destiné à quelqu'un d'autre. Après tout, cela faisait 15 ans que je n'avais pas entendu parler de lui. 15 longues années où son absence était devenue une sorte de constante, un silence que j'avais appris à accepter. J'avais espéré, en ouvrant son message, qu'il contienne quelque chose de chaleureux, peut-être même une pointe de regret. Un simple « Eh, ça fait longtemps, comment ça va ?» aurait suffi à briser la glace gelée du passé. Mais non, bien sûr que non. Le message était froid, calculateur et chargé de reproches. Je sais que papa t'a tout légué dans son testament. Je veux ma part. J'ai relu les mots plusieurs fois, incrédule. Papa n'avait même pas été encore enterré. La maison sentait encore le parfum des fleurs du salon funéraire, un parfum que je ne supportais déjà plus. Et voilà qu'Aaron se glissait comme un voleur dans l'ombre, prêt à piller ce qu'il pouvait. Je me suis laissé tomber dans la chaise près de la fenêtre, mon téléphone serré dans une main et l'autre passant nerveusement dans mes cheveux. Ma colère est montée en flèche. « C'est très sympa de ta part vu que tu nous as abandonnés. » J'ai répliqué, mes doigts tremblants en tapant sur l'écran. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, comme s'il attendait. « Oh, ça va, hein ?» disait-il avec cette arrogance qui me rappelait pourquoi il était parti. « Toi et papa, vous étiez bien contents de vous être débarrassés de moi. » C'était tellement typique d'Aaron. Il avait toujours cette manière de transformer tout en tragédie personnelle, comme si le monde entier était ligué contre lui. Par où commencer pour démêler ce mensonge ? Quand Aaron a eu 18 ans, il est parti sans un mot. Une valise usée et un sac à dos. Pas d'adieu, pas d'explication. Il a disparu, laissant derrière lui un vide que j'étais trop jeune pour comprendre pleinement. J'avais 12 ans. Et je l'avais toujours vu comme une figure inébranlable, presque héroïque. Son départ avait laissé un trou béant dans notre famille. Je l'avais cherché, pendant des semaines. Je me souviens encore des appels frénétiques aux amis, des textos envoyés dans le vide, espérant une réponse. Une fois, j'avais même écrit une lettre que je n'ai jamais eu l'occasion d'envoyer. Et puis, finalement, il a répondu. Pas avec des excuses, pas avec des explications, juste une phrase. « Je peux pas être ce qu'il veut que je sois. » Je savais ce que ça voulait dire. Papa voulait que nous rejoignions l'entreprise familiale. Une carrière qui exigeait bien plus que du travail acharné. Il fallait une intelligence, une passion pour l'innovation. Et Aaron, avec tous ses sourires charmeurs et son attitude désinvolte, n'avait jamais eu cette étincelle. Malgré tout, j'avais espéré qu'il trouverait un autre chemin, qu'il prouverait qu'il pouvait réussir à sa manière. Mais il était parti, et papa n'avait jamais pardonné. Aujourd'hui, Aaron semblait déterminé à me faire payer pour ces années de silence. « Papa et moi, on est restés en contact, tu vois. » a-t-il envoyé, comme si cela allait tout changer. Je parie que tu le savais pas. Je me suis redressé, les sourcils froncés. J'ai essayé de me calmer et je lui ai répondu. Papa et moi on parlait tous les jours et il n'a jamais parlé de toi. Cela l'a-t-il surpris ? Sa réponse était rapide, presque désespérée. Il a dit qu'il allait changer son testament pour m'inclure, mais il est mort avant de pouvoir le faire. J'ai rigolé, un rire amer. J'en doute fort et je répondis. Et pourtant, quelques instants plus tard, mon téléphone a vibré. Aaron avait envoyé des captures d'écran, des échanges entre lui et un contact intitulé « Père ». Je les ai lus attentivement. Ils parlaient de pardon, d'oublier le passé. Ils évoquaient des regrets, des efforts tardifs pour recoller les morceaux. Et finalement,
Ils semblaient même s'être mis d'accord sur un partage de l'héritage. Cela ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Elles pourraient être trafiquées ou complètement fausses, tes captures d'écran, ai-je répondu. Sa réponse, chargée d'orgueil encore une fois, m'a glacé. Tu peux croire ce que tu veux, mais le fait est que je suis l'aîné. Je suis son enfant le plus âgé, et j'ai droit à la moitié, peut-être même plus en fait. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. La moitié de quoi? Tu ne sais même pas ce qu'il y avait dans le testament, ai-je répondu aussitôt. Je suis sûr qu'il t'a donné la maison, et toute sa merde effrayante au sous-sol. Garde-les, je n'en veux pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de la thune. Tu me dois bien ça. C'est ce que papa aurait voulu. Le sous-sol. Ce mot seul m'a donné le frisson. Je suis descendu lentement, les escaliers craquant sous mon poids, jusqu'au cœur de ce lieu où mon père avait passé une grande partie de sa vie. Le laboratoire était sombre, exhalant une odeur familière de métal et de produits chimiques. Partout, des étagères croulaient sous le poids de vieux livres, d'appareils étranges et de bocaux au contenu dérangeant. Et là, au centre, sur un établi usé, reposait son plus grand trésor. J'ai envoyé un texto à Aaron disant « J'ai qu'à lui demander dans ce cas-là. » Mais de quoi tu parles? Je vais demander à papa si c'est ce qu'il aurait voulu et je te rappelle. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé le plus grand trésor de mon père, mon héritage. Un petit journal de notes sur la méthodologie pour ramener un corps à la vie. Frémissement. C'était l'un de ces moments où vous vous réveillez soudainement avec le sentiment d'être observé. Vous savez, le moment où même si vous êtes peut-être dans une position inconfortable, même si les couvertures ont peut-être glissé sur le côté, laissant une partie de votre dos exposée, vous vous abstenez de changer de position afin de ne pas provoquer votre observateur sombre et inconsistant. Pendant plusieurs minutes, vos cheveux vous démangent, votre respiration s'accélère et vous gardez les yeux bien fermés de peur qu'ils ne croisent ceux d'une silhouette grotesque tapie dans l'ombre. Cependant, cette fois, le sentiment ne s'est pas estompé après quelques minutes. Avant ce réveil soudain, je rêvais que je coulais rapidement dans les profondeurs d'une rivière, plus rapidement que ce n'était réellement possible, plus rapidement même que s'il s'était s'agi d'une chute. L'eau brûlait mon visage et mes yeux, alors que je tordais et je tendais frénétiquement mes poignets dans tous les sens pour tenter de me libérer de la corde qui les emprisonnait. La lumière de la surface était teintée d'un vert foncé et s'est estompée bien trop vite. Sombre présage de désespoir. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de crier. Ma bouche s'est remplie d'eau, une eau qui avait un goût de sang. Alors que la rivière me déchirait la peau et me brûlait les poumons, j'ai ouvert les yeux sur la vision d'un crâne souriant, à peine à 10 centimètres de mon visage. J'ai frissonné jusque dans mon inconscient. Mon bras gauche était plié maladroitement sous mon ventre et commençait à s'engourdir. Mon pied droit s'échappait légèrement de la protection qui lui offrait ma couette. Mais mon instinct primaire m'a amené à me figer, à écouter et à attendre. Ce rêve m'avait peut-être mis mal à l'aise, mais je n'ai jamais été quelqu'un de peureux. Bien sûr, après avoir regardé un film d'horreur, je vérifiais les ombres, j'allumais les lumières, et je fermais les rideaux de peur de rencontrer une autre paire d'yeux. Mais ces craintes peuvent être affrontées, et après un certain temps, je suis capable de reprendre mes esprits et de respirer facilement. Il existe un autre degré de peur, qui n'est en revanche pas si facilement ébranlé, celui qui prévient un danger réel et imminent. Les jeunes cerfs et les animaux similaires se crispent naturellement en présence d'un prédateur, dans l'espoir de profiter du camouflage d'un arbuste ou d'un buisson pour compenser ce qui leur manque de vigueur. Dès qu'ils détectent une menace proche, ils se figent et restent rigides, espérant que la menace les oublie et poursuive son chemin. Le plus étrange, cependant,
et qu'ils le feront même s'ils ne perçoivent pas la menace. La jeune gazelle présentera ce comportement même lorsqu'un lion se trouve derrière un miroir à sens unique, sans moyen d'être vu, entendu ou senti. Ils sont capables de ressentir lorsqu'ils sont observés, même s'ils ne disposent en réalité d'aucun moyen biologique leur permettant de détecter le danger. Simplement, ils le savent. La peur s'empare alors d'eux. J'avais clairement l'impression d'être surveillé cette nuit-là. J'étais tout à fait décidé à affronter ma peur, à m'adapter, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Mon corps tremblait. Tous mes sens étaient en alerte. Mon cœur pilonnait ma poitrine. J'ai pensé au crâne dans mon rêve. Devais-je risquer d'ouvrir les yeux? Et si l'apparition était là, planant au-dessus de mon lit, attendant ce moment? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lentement forcé mes yeux à s'ouvrir. Il n'y avait pas de crâne flottant devant moi, bien que je ne puisse rien voir. De l'autre côté de la pièce, sur mon bureau, mon réveil indiquait 2h13 en chiffres rouges. Le reste de ma chambre était plongé dans la pénombre. J'ai refermé les yeux avec soulagement. Un craquement. Était-ce mon imagination? Il venait du plancher juste devant mon placard. J'ai retenu mon souffle, mais le son ne s'est pas répété. Ma maison n'était pas vieille, mais elle était construite sur la base d'une grande structure en bois. J'ai expiré. Mon bras était toujours maladroitement plié sous mon propre corps. Mes muscles étaient crispés par la nervosité. Je me sentais encore aussi vulnérable qu'une jeune gazelle, figée dans un buisson pour éviter le lion derrière la vitre. Sauf que comparé à elle, je n'avais pas la moindre protection. Le plancher a craqué de nouveau, plus bruyamment. Cette fois, j'étais moins enclin à blâmer la structure de la maison. C'était trop lourd, trop délibéré. Mon cœur battait à tout rompre. Mes yeux couraient derrière mes paupières closes. À partir de ce moment, j'étais persuadé qu'il ne s'agissait pas de mon instinct mal avisé qui me laissait en alerte. J'ai ouvert les yeux. La pièce était toujours terriblement sombre. Le réveil affichait maintenant 2h21 en chiffres rouges lumineux. Mes yeux ont cherché les ombres à l'endroit où se trouvait mon placard. Ils n'ont trouvé que l'obscurité. Malgré tout, il pouvait très bien y avoir quelqu'un debout dans le coin de la pièce, avec un couteau ou une arme à feu, mais je n'avais aucun moyen de le déterminer. J'ai fermé les yeux et j'ai frissonné. La troisième fois, j'ai été certain d'avoir entendu quelqu'un, car non seulement un grincement était audible, mais un pas avait également retenti. Mes yeux se sont de nouveau ouverts. J'ai brisé mes limites mentales et me suis instantanément redressé. Mon cœur battait frénétiquement à l'intérieur de ma cage thoracique et mon souffle se bloquait de ma poitrine. J'ai regardé à travers la pièce. Tout ce que j'ai vu était l'obscurité. Je ne pouvais plus voir mon réveil. Il y avait quelque chose entre moi et le réveil. J'ai haleté et tenté de crier, mais le son était coincé dans ma gorge comme un hoquet. J'ai convulsé, jeté mes draps sur le côté, reculé sur mes mains, essayant à tout prix de m'enfuir, quand une silhouette sombre a émergé des ténèbres. Les trompettes ont sonné, les projecteurs se sont allumés, et avant même que je ne m'en rende compte, j'ai été frappé par un ex-militaire de 110 kilos devenu lutteur professionnel. Il m'a envoyé un incroyable crochet du droit en pleine face. Mon visage pleurait, mais mon cœur ne connaissait que le plaisir à l'état brut. Il m'a soulevé au-dessus de sa tête et m'a projeté au sol de toute sa puissance. Les trompettes sonnaient. J'ai souri alors que je saignais. John Cena se tenait là au-dessus de moi, arborant un sourire confiant. « N'oubliez pas de vous brosser les dents, les enfants. » a-t-il dit de sa voix profonde et puissante. Bien sûr, ai-je pensé. Il m'a jeté hors du ring. Merci, John Cena.